Le mouvement est l'un des principaux ingrédients que le filmmaker mais aussi le vidéomaker peuvent utiliser pour donner de la saveur à leur film. Il y a encore quelques années, c'était très coûteux de faire des mouvements et c'était réservé aux grosses productions et ça restait un luxe. Mais avec la révolution qui est en train de connaître le monde du cinéma et de l'audiovisuel en règle générale, ça n'a jamais été aussi simple et aussi accessible. Ces moyens techniques seront d'ailleurs vus en détail, mais ça sera pour un prochain épisode. En vulgarisant un petit peu, on peut donner 3 définitions au mouvement. Purement pratique, pour montrer une information au spectateur, suggérer une idée, un sentiment, une émotion, et immerger le spectateur un petit peu plus dans la diégèse du film. Là, on est plus dans de l'abstrait. Et enfin, apporter de l'esthétique et du dynamisme et rendre tout simplement la vidéo plus belle à regarder. Certaines grosses productions usent parfois et abusent d'ailleurs de ce 3e point pour maquiller un film qui est un petit peu lisse, voire creux. Si vous pensiez trouver une définition arrêtée pour chaque type de mouvement, eh bien, mauvaise nouvelle, ça ne sera pas le cas, car un mouvement n'est qu'un ingrédient parmi tant d'autres que le réalisateur dispose pour donner de la saveur à son film. Du coup, pour un même mouvement, il pourrait y avoir des sens différents en fonction du film. Commençons par le panoramique. Le panoramique est un mouvement sur base fixe. La caméra, grâce à la tête, pivote, soit horizontalement, ce qu'on appelle le mouvement pan, soit verticalement, ce qu'on appelle le mouvement tilt. Yves Vallée, dans son livre La grammaire du cinéma, divise le panoramique en 4 grandes utilités. Le panoramique technique, qui est un simple recadrage de l'action qui permet de suivre le sujet. Le panoramique de suivi, utilisé pour suivre le sujet quand il se déplace dans le décor. Le panoramique descriptif, qui décrit un environnement et aide le spectateur à positionner la scène dans l'espace. Et le panoramique dramatique, qui permet de poser les enjeux dramatiques de la scène, quels qu'ils soient. Et évidemment, le mouvement panoramique peut remplir plusieurs de ces fonctions. Un panoramique a également la possibilité de connecter le sujet avec un autre élément, que cela soit le personnage ou bien un objet. Dans la série Z70 Show, que les plus vieux d'entre nous connaîtront, le panoramique est utilisé pour mettre en scène le dialogue des personnages principaux, qui sont la plupart du temps dans le sous-sol en train de fumer de la Marie-Jeanne. Pour éviter de montrer directement ça à l'écran, le panoramique tourne sur le personnage qui parle mais n'a jamais le joint à la main. Cette figure plastique relativement marquée, d'ailleurs un gimmick qu'on retrouve dans chaque épisode. Un mouvement panoramique rapide est appelé un panoramique white pan. Ça donne un certain sentiment de précipitation, mais aussi un côté surréaliste. Cette figure est d'ailleurs très utilisée par le cinéaste Damien Chazelle dans 2 de ses films, Whiplash et La La Land. D'un point de vue technique, le panoramique est le mouvement le plus simple à faire. Vous aurez simplement besoin d'un bon trépied et d'une bonne tête, fluide évidemment. Plus votre caméra sera lourde, plus vous aurez besoin d'un trépied efficace et cher. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'épisode complet intitulé « Choisir et comprendre son trépied » qui vous fera connaître l'essentiel des choses à savoir sur cet outil. Le travelling. Ici, la base de la caméra n'est pas fixe, elle est en mouvement, que cela soit vers l'avant, vers l'arrière, le haut, le bas, mais aussi en rond. Pour le travelling avant, il entraîne le spectateur dans l'action, donne de l'importance au sujet et également de l'émotion au moment. On appelle d'ailleurs ce genre de travelling avant des travelling d'intention. Le travelling arrière, lui, nous déconnecte plus du sujet, nous dévoile certaines choses du lieu et il peut aussi remettre le sujet en contexte avec son environnement. Il y a une scène dans le film The Fondateur qui illustre extrêmement bien ce principe, c'est le passage de transition entre la scène où Rick Ross annonce à sa femme qu'il veut divorcer, où on a un travelling arrière, et la séquence juste après, où il est avec son avocat, on ne voit même pas l'avocat, on le voit juste déterminé, dire « je lui laisse tout, mais il est hors de question que je lui donne ne serait-ce qu'1% de McDonald's ». When trying to quietly settle a divorce, the first thing to ask is, what will she want? And is her request reasonable and equitable? In terms of marital property, there's a house, a car, savings and checking accounts, insurance... Just give it to her. House, car, insurance. What about the business? Nope. Ray, you have to understand that she's... Jake. Let me explain something to you. It's never gonna happen. I would sooner die than give her 1 share of stock in McDonald's. Nous pouvons également avoir des travelling de suivi ou d'accompagnement qui posent la question sous-jacente « Où est-ce que va le personnage ?» Le travelling circulaire, lui, entoure le sujet et donne de l'importance à ce dernier.
Quant au travelling vertical ou horizontal, il peut souvent introduire ou alors conclure une séquence. Techniquement, le travelling a plusieurs moyens d'être réalisé. Sur rail évidemment, mais aussi sur un steadicam, à l'épaule ou bien même une grue. Le zoom, aussi appelé travelling optique, ici ce n'est pas la caméra qui recule ou qui avance, mais la lentille qui change et donc l'angle de champ qui se modifie, soit en grandissant, soit en rétrécissant. Contrairement à la plupart des mouvements, le zoom n'a pas d'équivalent humain, ce qui le rend moins naturel qu'un travelling. Néanmoins, si le mouvement est lent, il sera difficile de faire la différence avec un travelling, mais pour que cela soit plus clair, je vous propose de regarder un même plan avec un zoom et un travelling. Kubrick reste le maître du zoom. Dans Barry Lyndon, il utilise souvent d'ailleurs le zoom arrière pour introduire ses séquences. L'idée est ici de reproduire le regard d'un tableau qui se focalise d'abord sur un détail avant d'observer le reste. Un zoom rapide est appelé un crash zoom. Il rajoute un côté dramatique. Mais à moins de s'appeler Tarantino, utiliser un crash zoom donnera souvent un effet kitsch ou alors un effet comique. D'un point de vue technique, il faudra forcément une focale qui n'est pas fixe mais à plage variable. Et théoriquement, c'est mieux d'avoir une focale de cinéma, c'est-à-dire une focale qui a une plus grosse bague de zoom qui permettra de mieux gérer son zoom. Après, pour le crash zoom, il peut être fait sans trop de difficultés sur une optique de photographie. Le travelling compensé. Également appelé travelling alterné, transtrave, vertigo effect ou dolly zoom, c'est une figure inventée par le maître du cinéma, Alfred Hitchcock. Il l'utilise pour la première fois dans son film Vertigo pour montrer le vertige du personnage principal. Dans le travelling compensé, le sujet garde la même taille, mais c'est l'environnement autour qui change. Il consiste à mélanger un mouvement de travelling arrière avec un zoom avant, ce qui va réduire l'angle de champ, ou alors un mouvement de travelling avant avec un zoom arrière qui va cette fois-ci agrandir l'angle de champ. A noter encore une fois qu'une même figure peut montrer deux choses différentes, voire contradictoires. Dans le film La Haine, Mathieu Kassovitz utilise un mouvement de travelling arrière avec un zoom avant, ce qui isole nos personnages par rapport à Paris, montrant qu'ils n'ont pas leur place dans cet environnement. A contrario, dans les films Bohemian Rhapsody, le même mouvement est utilisé, mais cette fois-ci, il rapproche Freddie Mercury petit à petit de son public lors du dernier concert. Attention, ce mouvement est extrêmement marqué esthétiquement parlant et il devra absolument être justifié, quel que soit le sentiment ou l'émotion que vous voulez lui juste apposer. La caméra épaule. La caméra épaule est beaucoup moins fluide et beaucoup plus tremblante qu'avec un steadicam. Ça rend l'action instable, aléatoire et ça amène une certaine tension. La caméra épaule est parfaite pour des scènes de bagarre ou alors lorsque l'action est confuse. Avec la caméra épaule, on peut aussi avoir un côté plus réaliste, plus documentaire, plus brut, où tout peut se passer. Ça donne un sentiment aléatoire, renforce l'impression que rien n'est stable. Certains réalisateurs sont d'ailleurs très connus pour utiliser cet effet. C'est le cas de Lars von Trier avec son fameux Dogme 95, Les Frères Dardenne, Paul Greengrass, ou encore John Cassavetes, qui peut d'ailleurs se poser en père du cinéma du réel. Et puis enfin, la caméra épaule a aussi un avantage logistique et reste plus simple qu'un steadicam à équiper. A noter que si vous voulez atténuer les effets de tremblement de la caméra et soulager l'opérateur, on utilisera un easy rig. On arrive à la fin de cet épisode. Encore une fois, le mouvement n'est qu'une technique de mise en scène parmi tant d'autres, et c'est le mélange de toutes ces techniques de mise en scène qui donnera le sens, l'émotion et la saveur de votre scène et de votre film plus largement. Cet épisode a pris beaucoup plus de temps que les autres à réaliser, et c'est pour ça que je vous invite d'autant plus à liker, ça nous aidera vraiment à référencer cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, également à vous abonner et à télécharger soit à la fin de cette vidéo, soit dans la description le guide du premier tournage. Dans le prochain épisode sur la grammaire du cinéma, on reviendra sur le mouvement, mais on s'intéressera cette fois-ci plus aux moyens techniques pour créer le mouvement. Du coup, j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo.